dans les années 40 et 50. Puis il a fait faillite, il a été complètement oublié, que ce soit en France ou en Algérie. Mais il a créé en 1936 un endroit, un lieu assez exceptionnel, assez incroyable en Algérie. Un endroit tout petit, hein, c'est 20 mètres carrés, qu'il a ouvert en 1936 avec un groupe de copains. Et ce lieu a perduré, il a existé, il a continué à exister pendant toutes ces années. Oui. Et je suis tombée dessus par hasard, parce que c'est vraiment un endroit qui était peu fréquenté, en tout cas à l'époque. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire fabuleuse de cet endroit, parce que ça a vraiment eu une histoire fabuleuse. Edmond Charlot a été le premier éditeur d'Albert Camus, était l'éditeur de grands auteurs. On va y revenir, Cacao Terre, un petit peu plus tard. Auriez-vous les membres obligeants de nous lire un petit passage, s'il vous plaît, le prologue notamment, qui est assez remarquable. Alors, le prologue. Hop. Alger 2017. Dès votre arrivée à Alger, il vous faudra prendre les rues en pente, les monter puis les descendre. Vous tomberez sur d'idouches mollades traversées par de nombreuses ruelles comme par une centaine d'histoires, à quelques pas d'un pont que se partagent suicidés et amoureux. Descendre encore, s'éloigner des cafés, bistrots, boutiques de vêtements, marchés aux légumes, vite, continuer, sans s'arrêter. Tourner à gauche, sourire aux vieux fleuristes, s'adosser quelques instants contre un palmier centenaire, ne pas croire le policier qui prétendra que c'est interdit. Courir derrière un chardonneret et déboucher sur la place de l'émir Abdelkader. Vous raterez peut-être le Mikbar, tant les lettres de la façade, rénovées récemment, sont peu visibles en plein jour. Le bleu presque blanc du ciel et le soleil aveuglant brouillent les lettres. Vous serez seul, car il faut être seul pour se perdre et tout voir. Il y a des villes, et celle-ci en fait partie, où toute compagnie est un poids. On s'y balade comme on divague, les mains dans les poches, le cœur serré. Vous grimperez les rues, pousserez les lourdes portes en bois qui ne sont jamais fermées à clé, caresserez l'impact laissé sur les murs par des balles qui ont fauché syndicalistes, artistes, militaires, enseignants, anonymes, enfants. Des siècles que le soleil se lève au-dessus des terrasses d'Alger, et des siècles que nous assassinons sur ces mêmes terrasses. Prenez le temps de vous asseoir sur une des marches de la Casbah. Écoutez les jeunes musiciens jouer du banjo, devinez les vieilles femmes derrière les fenêtres fermées. Regardez les enfants s'amuser avec un chat à la queue coupée. Et le bleu au-dessus des têtes et à vos pieds. Le bleu ciel qui plonge dans le bleu marine, tache huileuse s'étirant à l'infini. Oubliez que les chemins sont imbibés de rouge, que ce rouge n'a pas été lavé, que chaque jour nos pas s'y enfoncent un peu plus. À l'aube, lorsque les voitures n'ont pas encore envahi chaque artère de la ville, nous pouvons entendre l'éclat lointain des bombes. Mais vous emprunterez les ruelles qui font face au soleil, n'est-ce pas? Vous parviendrez enfin à rue Hamani, l'ex-rue Charras. Vous chercherez le 2 bis que vous aurez du mal à trouver car certains numéros n'existent plus. Vous serez face à une inscription sur une vitrine, un homme qui lit en vaut 2. Face à l'histoire, la grande, celle qui a bouleversé ce monde, mais aussi la petite, celle d'un homme, Edmond Charlot, qui en 1936, âgé de 21 ans, ouvrit la librairie de près Les Vraies Richesses. Alors on le voit, hein, votre roman s'ouvre d'une manière remarquable. Par ce prologue, on est vraiment précipité d'une manière très cinématographique. On a l'impression d'un plan séquence en steadicam dans les ruelles. Donc on est précipité dans le dédale de ces ruelles-là. Le lecteur, il est tapé, il est invité à remonter le fil de l'histoire, une histoire collective ou individuelle autour de cette librairie, Les Vraies Richesses. Moi, j'aimerais savoir, Kawthar Hadimi, est-ce difficile d'écrire ou d'évoquer la mémoire d'un lieu chargé d'histoire, ou plus précisément, prise entre la tenaille entre le passé, le présent, entre les itinéraires des hommes, le destin des lieux et les figures de l'histoire. Est-ce difficile pour l'écriture de se frayer un chemin ? C'est pas difficile d'écrire sur un lieu chargé d'histoire parce qu'il faut, il faut se l'approprier et puis il faut le dédramatiser. Il faut se sentir libre de le raconter comme on le ressent, comme on a envie de le raconter. Moi, j'ai imaginé, il y a une partie fictionnelle dans le roman, j'ai imaginé que le lieu était fermé, que les habitants du quartier se liguaient contre la fermeture de cet endroit, essayer de le défendre, etc. J'ai complètement tordu l'histoire de ce lieu puisque la librairie existe toujours. En revanche, ce qui est difficile, je trouve, en tant qu'écrivain, moi qui ai fait 2 romans précédents qui étaient entièrement de la fiction et non de l'exofiction, ce qui est difficile, c'est de travailler et d'écrire sur quelqu'un qui a existé. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas imaginer totalement des choses. Vous ne pouvez pas faire rencontrer Edmond Charlot
avec des gens qu'il n'a jamais rencontrés, etc. Donc là, on est obligé d'avoir une rigueur, soit de thésard, soit de chercheur, soit d'historien. On est obligé d'aller fouiller des archives, rencontrer des gens, vraiment faire très attention aux dates, etc. etc. Moi, ma hantise, c'était que quelqu'un vienne me dire « Vous avez écrit qu'à telle date, Edmond Charlot faisait ceci. » Or, il n'était pas là, il était là. Donc ça demande vraiment un travail qui, pour moi, a été, en tout cas sur la première année de travail de ce roman, totalement différent de ce que j'avais l'habitude de faire, puisque j'ai parcouru la France et énormément les villes d'Alger pour rencontrer des gens, chercher des archives, préparer toute une documentation autour d'Edmond Charlot. Et là, c'était plus compliqué parce que mon penchant naturel, c'est d'imaginer et d'inventer, et non pas de chercher, de combler des trous avec des archives. Est-ce que vous vouliez faire un petit peu œuvre de mémoire aussi? Est-ce que c'est important ça pour vous? Est-ce que c'est le rôle de votre littérature ou de la littérature en général? Devoir de mémoire, je ne pense pas que ce soit le rôle en tout cas de la littérature. Il n'y a pas d'obligation, les auteurs ne sont pas obligés de faire rôle de mémoire. En revanche, moi, quand j'ai découvert l'histoire d'Edmond Charlot, que je ne connaissais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un raté quelque part. Pour tout le monde, pour nous, et je me suis sentie, non pas la responsabilité, j'aime pas ce mot, mais j'ai eu envie de parler de cet homme qui avait eu une histoire extraordinaire et que personne ne connaissait. Il semble assez oublié dans l'histoire. Il est oublié, vraiment, il est oublié, à part, il y a un groupe de copains à Pézenas qui fait vivre sa mémoire, et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils m'ont aidé pour le livre, mais il a été oublié alors qu'il a eu une histoire exceptionnelle, et du coup, j'ai eu envie vraiment de le faire rencontrer, de partager son histoire, de réparer quelque chose, mais sans que ce soit quelque chose de grandiose. Enfin, voilà, mais vraiment de me dire que quelque part, dans l'histoire, on a aspiré cet homme, on l'a oublié, et peut-être que le roman permet aussi ceci, de remettre des gens qui ont été oubliés dans la lumière. Voilà. Très bien. Alors, comment vous est venue cette idée de départ? Comment avez-vous entendu parler d'Edmond Charlot? Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire un livre? J'étais à Alger, je vais souvent à Alger, mais là, j'y étais un peu... je me baladais un peu par hasard dans le quartier, un quartier que je connais vraiment très bien, parce que c'est le centre-ville, c'est en face de l'université. Et je suis tombée sur cette minuscule bibliothèque qui a une façade entièrement vitrée, où il n'y a pas de devanture particulière, et il y a écrit en blanc « Un homme qui lit en vaut deux ». J'ai dû passer un millier de fois devant les années passées, et ça ne m'avait jamais interpellée, en tout cas je ne l'avais jamais vu. C'est vraiment un tout petit lieu coincé entre deux boutiques. On a presque l'impression que si on ne le cherche pas, on ne peut pas le trouver. Enfin, il y a un truc presque de l'ordre de la magie concernant ce lieu. Et donc, je vois un homme qui lit en vaut deux, ça m'interpelle. Je regarde à travers la vitre et je vois le portrait d'un homme, et c'est écrit Edmond Charlot. Et je me dis, mais qui est cet homme ? Et pourquoi est-ce qu'il y a un portrait de cet homme, donc de ce Français, dans ce lieu? Je vois qu'il y a écrit annexe de la bibliothèque d'Alger. Voilà, Edmond Charlot, moi, ça ne me disait quasiment rien. J'avais un vague écho de mes années de fac, où je me souvenais, premier éditeur d'Albert Camus. Mais à part ça, pas grand-chose. Et je reviens à Paris et je regarde un peu sur le net et je vois grand éditeur proche de De Gaulle, je vois son histoire avec Saint-Exupéry, je me dis, bon, il doit y avoir 5-6 biographies sur lui, il doit y avoir des films sur lui, il doit y avoir 1000 choses sur lui, je suis une pauvre inculte qui ne connaît pas cet homme, donc je commence à chercher, je découvre qu'il y a quasiment rien sur Edmond Charlot. Je retrouve une vieille interview qu'il avait accordée à un poète. Et quand vous dites il n'y a rien, ça veut dire que il y a quelques les archives ont Alors, les archives de Charlot lui-même ont été détruites. Ou il a été ostracisé parce qu'il avait ce rapport avec la France un petit peu... Non, c'est que ces archives ont été détruites parce que il a perdu ses archives parce que l'OAS a bombardé son bureau, sa librairie, donc il a perdu toutes ses archives à lui. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a progressivement disparu à partir des années 50, donc on ne se souvient pas de lui parce que lui-même s'est retiré, était extrêmement pudique, extrêmement discret, extrêmement effacé, qu'il a toujours refusé d'écrire ses mémoires, qui donnait pas beaucoup d'interviews, donc on l'a peu à peu oublié. Et puis, oui, il a été tout simplement oublié, que ce soit en Algérie ou en France. Et à part, je vous ai dit, ce groupe de copains, dont sa veuve, qui essaye de perpétuer sa mémoire. Et donc, j'ai lu cette interview qu'il avait accordée à Frédéric Jactemp, et je me suis dit, waouh, quel homme, incroyable. Et je suis allée à la recherche des archives
Alors, parce qu'il en reste, mais elles sont éparpillées aux quatre coins de la France. Il y a deux lettres à Paris, il y a quelques lettres à Montpellier, il y a une boîte d'archives au fin fond de Nanterre, de la bibliothèque de l'Université de Nanterre. Dans 10 boîtes d'archives, il y en a une où au milieu, j'ai retrouvé un paquet de lettres de l'époque des années 40. Voilà, mais il a fallu vraiment aller fouiner. Vous avez fait un travail d'historienne. C'était génial. Alors, mais ce qui est remarquable, c'est que votre roman, dans votre roman, vous ne vous comportez pas du tout en historienne. Non. Puisque j'en ai pas la rigueur. Hein, vous ne nous proposez pas une biographie traditionnelle, mais plutôt un vrai roman avec une fiction. Et c'est ça qui est remarquable en fait, parce qu'on a souvent lu des biographies qui n'étaient pas très intéressantes, et là, avec l'apport notamment des carnets fictifs, de son journal intime, vous donnez une puissance à votre texte incroyable. Et je me demandais si l'idée des carnets, vous l'aviez dès le départ, ou si elle est venue pendant l'écriture, si vous vous êtes dit, ouais, là il manque quelque chose. Et je vais non, moi, je voulais un carnet dès le début parce que imaginer le carnet d'Edmond Charlot, ça me permettait vraiment de le mettre dans le présent et de donner l'impression qu'on suivait le quotidien avec lui, donc de le rendre plus vivant. Le problème de la biographie, c'est que j'ai l'impression d'écrire vraiment quelque chose d'un peu mort, de vieux, d'historique. Voilà, c'est pas mon rôle, je suis pas biographe, je suis pas historienne, ça m'aurait pas intéressé, c'est pas là où je m'amuse. Donc non, moi je voulais dès le début un carnet parce que je voulais quelque chose de très vivant. Je voulais qu'on suive le quotidien de cet acharné du travail qui, à 20 ans, se lance avec des copains, ouvre une bibliothèque qui est aussi une maison d'édition, qui est aussi une galerie d'art et qui va passer toute sa vie à essayer de construire sa maison d'édition avec trois sous, hein, parce qu'il a jamais vraiment réussi financièrement, en ayant des dettes partout, puis en ayant cette envie. Il disait, pour moi, on ne peut pas faire des affaires si on ne les fait pas avec ses amis. Alors honnêtement, ça très vite, c'est limite, hein, parce que lui, du coup, il s'est entouré d'une bande de copains. On voit bien, c'est des copains qui sont des écrivains, des voyageurs, des gens qui vivotent un petit peu. Et donc, il va leur donner des actions gratuitement de sa maison d'édition et qui ensuite, à un moment donné, eux vont se réunir, le mettre à la porte de sa propre maison d'édition. Donc, ça n'a jamais été un grand homme d'affaires, Edmond Charlot. Il lui manquait justement un homme d'affaires avec lui. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est génial à raconter. C'est toute une période où tout est artisanal en fait, la manière d'imprimer les livres, de travailler, bien sûr. La manière d'acheter du papier. Oui, ça a été son grand drame, Edmond Charlet, c'est de courir derrière le papier, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'en trouvait plus pour imprimer des livres. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il rate L'étranger de Camus, puisque Camus lui envoie le mythe de Sisyphe, L'étranger, lui envoie ses manuscrits. Et Charlot n'a pas de papier pour imprimer, et c'est la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas d'encre, puisqu'il fabriquait lui-même, à un moment donné, il se retrouve à fabriquer dans sa cuisine sa propre encre pour pouvoir imprimer des livres. Et il dit, ces livres sont horribles, parce que l'encre, c'est pas une encre adaptée. L'encre attaque le papier, les livres sont brochés n'importe comment, donc ça fait des trous, ça jaunit, c'est dégueulasse. Et quand il reçoit ces manuscrits d'Albert Camus, il répond, oui, j'adorerais, mais je ne peux pas, je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'encre. Et allez voir un éditeur parisien, et c'est comme ça que Camus finit par aller voir Gallimard. Alors donc, vous le faites parler, vous lui donnez des mots, vous lui donnez une voix dans ses carnets. Mais comment on trouve le ton juste, comment on trouve la psychologie juste lorsqu'on écrit des carnets fictifs ? Je crois que j'ai vraiment, à un moment donné, vécu avec lui, vraiment. J'ai cohabité avec lui. Je suis devenue totalement obsédée par Edmond Charlot pendant un an. C'était très étrange, mais j'étais à l'affût du moindre rien qui le concernait. Je cherchais absolument n'importe quel bout de papier où il avait pu, à un moment donné, ne serait-ce qu'écrire son prénom. Et du coup, je pense qu'on se met à vivre avec son personnage en le créant comme ça. C'était devenu un personnage, hein. Même s'il a existé, etc. En m'appropriant Edmond Charlot, en utilisant le jeu, en imaginant le carnet qu'il avait pu tenir, en racontant ses moments de doute, les moments de trahison, les moments de joie aussi, parce qu'il a eu des moments de joie incroyables. Il a eu des grands prix littéraires dans sa maison d'édition, ça a été un grand éditeur. Je crois que je me suis approprié totalement le personnage, et donc je lui ai donné un ton. Alors, est-ce que c'est le vrai ton d'Edmond Charlot ? Je ne sais pas. Si Edmond Charlot avait été encore vivant et avait lu ce livre, peut-être qu'il m'aurait dit, mais je ne parlais pas comme ça, je n'aurais jamais écrit ça, et c'est très mauvais. Peut-être qu'il aurait dit ça. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai imaginé Edmond Charlot. Je vous pose cette question parce que d'aucuns vous en reprochaient
dans ses carnets fictifs son manque de réaction et son avis, par exemple, sur certains événements tragiques qui ont eu lieu en Algérie, notamment sur l'appel à la guerre civile en 1956, sur la bataille d'Alger de 1956 à 1957. Parce qu'en effet, votre carnet, il s'interrompt entre 1949 et 1959. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs interruptions, il n'y a pas que celle-ci, hein, il y a plusieurs interruptions dans le carnet, puisque je prends des périodes d'Edmond Charlot. Donc, il y a la période où il est très jeune, où il crée sa maison d'édition en Algérie. Ensuite, il y a la période de la Seconde Guerre mondiale. Il y a la période parisienne, où donc, il part à Paris créer une succursale de sa maison d'édition. Et puis, il y a la période où il rentre à Alger parce qu'il est, il est en faillite. On l'a mis à la porte de sa maison d'édition et il est obligé de revenir à Alger, où il rouvre une deuxième librairie. Et donc, il y a plein de trous, il n'y a pas que ces trous-là. Mais celui-là est considéré comme important, puisque... Ok, s'ils veulent, mais en fait, c'est aussi lié à ce que j'ai retrouvé. Et je ne voulais pas lui faire prendre des positions sur lesquelles je n'étais absolument pas certaine ou que je n'avais pas. En l'occurrence, là, ça correspondait à des trous où moi, en termes d'archives, je n'avais pas trouvé ces positions. Et sur l'Algérie, Edmond Charlot n'a pas été quelqu'un qui faisait de grands discours comme d'autres ont pu le faire à l'époque. Mais c'est encore lié à son personnage. Il est éditeur, il n'est pas écrivain, il n'est pas artiste. On ne l'appelait pas pour manifester. Enfin, il n'a pas du tout le même rôle qu'a eu un Albert Camus pendant la guerre d'Algérie. Et puis aussi, il n'avait pas du tout le même rapport à l'Algérie que tous ces gens-là. Parce que pour Edmond Charlot, il n'y a jamais eu de... Il s'est jamais dit c'est la France ou l'Algérie. Il a toujours dit, moi, chez moi, c'est l'Algérie. Il n'était pas partagé entre deux pays, il n'était pas déchiré entre deux pays. Il avait la volonté quand même de créer un pont. Une succursale. Oui, il a toujours dit, ma maison d'édition parisienne, c'est une succursale de ma maison d'édition en Algérie. Il y tenait énormément. Et puis en plus, Edmond Charlot, après l'indépendance, il est revenu vivre en Algérie. Oui. Donc pour lui, en fait, la question, il était pour l'indépendance de l'Algérie, mais dans un pays où il aurait continué de vivre. Il est revenu vivre en Algérie. En revanche, il avait des positions assez affirmées en tant que quelqu'un de plutôt de gauche, de libéral, etc. Et c'est comme ça qu'il se fait bombarder 2 fois par l'OAS dans les années fin des années 50, début des années 60. Quand vous dites bombarder, c'est des attentats. Hein, oui, en fait, il a une deuxième librairie et puis un matin, il y a une bombe on dépose une bombe sur le pas de sa porte de la librairie qui explose et il perd à peu près 20% de ses affaires. Et il croit à une erreur. Et ça aussi, ça démontre le personnage. Il y a une forme de naïveté permanente. Il dit « Ah, on a dû se tromper, c'est pas moi qu'on visait. » Donc il remet une porte, il remet une vitre, et il se dit « Oh, bon, ok. » Et une semaine plus tard, on met une grosse bombe et il perd absolument toute sa correspondance, toutes ses archives, etc. Voilà. Je vous ai posé cette question parce que je me demandais si vous ne faisiez pas valoir là le droit à la subjectivité de l'auteur en interrompant le carnet pendant 10 ans ou... Est-ce que l'auteur est obligé de tout dire Non, l'auteur fait ce qu'il veut. Moi, je pense que l'auteur fait absolument ce qu'il veut. Il y a une énorme subjectivité dans ces carnets. Moi, à la fin du roman, je dis bien que c'est des carnets inventés. Donc, dans Ambition, c'est des carnets inventés. Évidemment, mais je dirais que la subjectivité de l'auteur, elle apparaît vraiment dans les moments dits historiques de ce roman. C'est-à-dire qu'il y a des passages où je parle de la guerre d'Algérie. Et c'est pour ça que je dis sans cesse, je suis romancière, je ne suis pas historienne, parce que pour le coup, on m'a souvent reproché d'avoir choisi quelques moments de la guerre d'Algérie et pas d'autres. Oui, c'était un choix de ma part. J'ai choisi ces moments-là parce que pour moi, vraiment, à titre personnel, c'est des moments qui étaient importants et que j'avais envie de raconter. Je n'avais pas envie de faire... Je ne pouvais pas, de toute façon, raconter 132 ans de colonisation dans un roman de 150 pages. C'est impossible. Mais du coup, j'avais envie de raconter certains moments de la guerre d'Algérie. Et là, c'est le droit à la subjectivité de l'auteur. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez Edmond Charlot le plus c'est deux choses. Ce sont deux choses. D'abord, la première chose, c'est qu'il avait vraiment... La littérature était une boussole dans sa vie. Et je trouve que c'est toujours assez passionnant de rencontrer des gens pour qui les choses sont très claires, très jeunes. C'est-à-dire de se dire, très jeune, moi, ce sera la littérature, ce sera les livres. Et moi, j'ai jamais eu ce type de certitude. Même après 3 romans, je continue à ne pas avoir de certitude. Moi, petite, je voulais être factrice. Donc, voilà, ma boussole était très différente. Lettres, toujours.
Non, mais ce que je veux dire, c'est de trouver quelqu'un comme ça qui lâche tout et qui à 20 ans se lance en se disant mais je vais y arriver et qui n'y arrive pas. Et c'est la deuxième chose qui me fascinait sur Edmond Charlot, c'est qu'il n'y arrive jamais. Il a en fait quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la malchance absolue. Parce que pour y arriver, il faut certes avoir le talent, souvent de l'argent, mais enfin, il faut aussi avoir ce qu'appellent les Anglais le timing, c'est-à-dire vraiment être là au bon moment, ou alors ne pas être là au mauvais moment. Et Edmond Charlot est toujours là au mauvais moment, parce qu'il ouvre sa maison d'édition juste quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il découvre Camus, mais enfin, au moment des grands chefs-d'œuvre de Camus, il n'a plus de papier, ce qui est quand même extrêmement ballot. Ensuite, il va à Paris et il commence à avoir des grands prix littéraires, parce que c'est vraiment l'âge d'or des éditions Charlot. Et au moment où il reçoit des grands prix littéraires, malchance, une loi passe et dit on revient à l'attribution des quotas de papier avant la Seconde Guerre mondiale. Donc les éditeurs qui étaient là avant la Seconde Guerre mondiale ont le droit aux quotas de papier et les autres arrivent tout en bas. Donc il se met à acheter... C'est une espèce de loser magnifique. Ah mais magnifique, parce qu'il se met à acheter du papier au marché noir pour pouvoir imprimer des livres, et plus il a du succès et plus il perd de l'argent. Donc ça c'est génial. Donc il est quand même mis en faillite, il revient, il recrée une maison d'édition, une librairie, il se fait bombarder 2 fois. Enfin c'est quand même... Et toujours il essaie de recommencer. Et moi je trouve ça assez génial d'avoir quelqu'un qui en permanence rate et réussit. Belle leçon de vie. Oui. Parce qu'il se relève toujours, en fait. Oui, et en même temps, il rate toujours. Et c'est quand même toujours plus intéressant de parler des personnages comme ça, ceux qui vont rater et persister. Voilà. Que nous dit-il de son époque, en fait, Edmond Charlot, si on devait résumer? Je sais pas, lui, il disait souvent... Non, mais il disait souvent, vous savez, on me dit incroyable, Albert Camus, Roblet, etc. Il disait, mais moi, nous, on était une bande de copains, on avait laissé nos femmes en Algérie, on faisait la bringue à Paris... tous les soirs, on buvait comme des trous, on voyait des femmes. Enfin, on se rendait pas compte. On avait 30 ballets et c'était des copains. Et ça voulait pas dire, quand je voyais Albert Camus ou quand je voyais Emmanuel Roblet, j'avais pas l'impression de voir et je trouve que c'est super de dire ça, parce qu'effectivement, ce que ça dit de son époque, c'est que... c'est insouciant. Non, mais c'était pas l'insouciance, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre d'Algérie, mais ça veut aussi dire que même pendant la guerre, on est capable de créer un quotidien qui est un quotidien normé, normal. Mais c'était quand même un personnage assez fascinant, puisqu'il n'était pas que libraire, hein, si on peut rappeler, éditeur, bibliothécaire, galeriste. Donc, il considérait vraiment le livre comme un objet d'art, en fait. Puisqu'il a même changé la 4e couverture. Oui, il a beaucoup travaillé sur les 4e couvertures, il a beaucoup travaillé sur les illustrateurs, c'était un touche-à-tout, c'était un curieux, oui, le livre en tant qu'objet était extrêmement important. À l'époque, ça devait être quand même assez novateur dans le milieu littéraire. Il était surtout novateur. Et surtout dans la société algéroise. Oui, mais surtout parce que, par exemple, il a un nombre incalculable de projets qu'il n'a jamais mené à bout, parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais un de ses projets, très tôt, c'était de faire, dès les années 50, au début des années 50, de faire des livres qui seraient publiés en même temps en arabe, en anglais et en français. Et ça, pour l'époque, c'était extrêmement, totalement novateur. Je veux dire, les éditeurs, l'arabe, ça ne les intéresse pas du tout. Alors, ils ne parlaient pas arabe, mais ils voulaient avoir des livres qui soient publiés dans les 3 langues en même temps. Aussi, la question aussi de dépasser les frontières. C'est-à-dire, ils disaient, moi, la littérature, le roman national ne m'intéresse pas. Je ne crois pas qu'il y ait un roman national. Que ce soit une littérature franco-française ne m'intéresse pas. Moi, ce qu'écrit l'écrivain en Tunisie ou ce qu'écrit l'écrivain en Égypte m'intéresse tout autant que ce qu'écrit l'écrivain de Paris. Donc, je veux aller vers des auteurs beaucoup plus aimés. Et ça, c'est extrêmement aussi novateur, moderne et intelligent pour l'époque. Je crois savoir que les cendres d'Edmond Charlot ont été dispersées en Méditerranée. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la Méditerranée? Est-ce que c'est une frontière, un horizon ou un héritage commun? Honnêtement, je vais faire une réponse pas très drôle, mais pour moi, c'est une frontière. Je lève toujours les yeux au ciel quand on me parle... Quand on me dit, oui, il faut être citoyen du monde, il faut arrêter de se réclamer de ces pays et tout. Oui, alors je pense que quand on est de certaines nationalités, on peut être citoyen du monde. Moi, je suis algérienne, je peux vous dire, mon passeport, il ne fait pas de moi une citoyenne du monde. Et que la Méditerranée est une vraie frontière, oui, clairement. Pourquoi avez-vous appelé le roman nos richesses? Est-ce pour rappeler un certain, justement, cet âge d'or de la littérature était foisonnante à Alger Je pense que la littérature est toujours foisonnante à Alger aujourd'hui, et qu'elle l'a été aussi toutes ces années précédentes. Non, c'est que, d'abord,
c'est un clin d'œil à la librairie de Charlot qui s'appelle Les Vraies Richesses. Et aussi parce que je pense que quand on tape sur Google richesse et Algérie, on voit pétrole et gaz. On voit très vite les limites de ces richesses. Et je pense que pour ma part, nos richesses sont ailleurs. Elles sont dans la littérature, dans l'héritage, dans les arts, dans les gens comme Charlot. Alors, moi, les reproches qu'on a pu me faire, c'est me dire oui, mais il était français, il n'a pas publié d'Algérien, etc. Tout ça est très vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'il a créé quelque chose qui continue à perdurer aujourd'hui en Algérie, c'est-à-dire un lieu de livres, un lieu où les livres sont mis en valeur, un lieu de création, et que pour moi, Charlot est une richesse, parce que c'est un exemple, parce qu'il nous donne aussi, qui nous pousse à emprunter sa voix. Quand il dit, quand son professeur lui dit, vous savez... vous voulez ouvrir une librairie, allez-y. Et Charlot lui répond, mais j'ai pas de moyens. Et son professeur de philosophie lui dit, mais vous savez, avec quelques amis, on peut faire de grandes choses. Ouais. Et qu'il y va. Je trouve que c'est une très très belle leçon, toujours actuelle. Ouais. Alors, pourquoi avez-vous commencé à écrire et quand? Pourquoi on se dit, tiens, un matin, j'aimerais bien écrire un livre, j'aimerais bien... J'ai commencé à écrire parce que quand j'avais 7 ans, ma maîtresse d'école nous laissait dessiner si on écrivait. Et qu'à l'époque, je préférais dessiner qu'écrire. Donc par opportunisme. Totalement par opportunisme. Ensuite, ça a continué un petit peu par opportunisme parce qu'à 19 ans, j'ai participé à un concours de nouvelles. J'étais à Alger et on gagnait un voyage en France. Et je me disais, pourquoi pas. Donc là, j'ai fait une nouvelle, encore une fois, par opportunisme. Non, mais bon, je raconte des histoires qui sont vraies, mais j'ai toujours adoré lire. Et j'ai commencé à écrire parce que quand j'avais 8 ans, j'étais à Alger. C'était pendant les années de terrorisme, pendant la guerre civile. Et j'avais pas beaucoup de livres à ma disposition. C'était une période très compliquée à Alger, enfin en Algérie, avec les centres culturels avaient fermé, les librairies, il y en avait très peu qui restaient ouvertes, et le livre coûte très cher, enfin coûtait extrêmement cher, continue de coûter plutôt cher en Algérie. Et à l'époque, je m'étais dit, tiens, je vais écrire un livre, comme ça je le lirai ensuite. Donc là encore, on peut dire que c'est un peu de l'opportunisme. Hein. Je m'étais dit, je vais écrire ce livre, et puis à la fin, je l'aurais écrit, je pourrais le lire. Du coup, moi, j'avais envie de lire. Hein. Écrire, c'était juste un moyen de lire. Ce qui entre nous est une bêtise absolue, parce que je ne connais aucun auteur qui a envie de relire ses livres. Hein. Une fois que vous l'avez écrit et que vous l'avez corrigé à peu près 10 000 fois, vous n'avez aucune envie de le relire. Et donc, j'ai commencé à écrire comme ça un roman qui a fait 7 pages dans un cahier d'écolier. J'ai mis à peu près 1 an et demi à l'écrire, à écrire ces 7 pages-là. J'avais 8 ans et voilà, j'ai continué. Vous vouliez dire que vous n'aviez rien lu avant? Non, j'avais beaucoup lu avant, enfin j'avais 8 voilà, ans quand même. Je veux dire, les livres étaient quand même accessibles dans la société. Oui, non, mais moi j'ai vécu en France de 4 à 8 ans, donc j'allais beaucoup à la bibliothèque municipale de quartier, j'avais un peu ce rituel-là, que j'ai perdu à 8 ans en revenant à Alger, et donc je me suis dit, je vais l'écrire ce livre, comme ça je l'aurai. Pourquoi avoir choisi le français comme langue romanesque? Là encore, je vais faire une réponse extrêmement déceptive, mais je ne l'ai pas choisi. J'ai appris, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre le français. J'ai eu énormément de difficultés à l'apprendre, à vrai dire, parce que ma langue maternelle est l'arabe. Mes parents me parlaient qu'en arabe. J'habitais en Algérie, donc ce qui est assez logique. Et on est arrivé en France, j'avais 4 ans, et du jour au lendemain, mes parents ne me parlaient plus qu'en français. Ils avaient tellement peur que je ne m'intègre pas, que je ne réussisse pas à l'école, qu'ils ne voulaient plus parler à la maison en arabe. Donc du jour au lendemain, on se retrouve face à 2 personnes qui nous semblent pas si étrangères que ça, mais qui nous parlent dans une langue totalement étrangère. J'ai mis énormément de temps à apprendre cette langue, à l'école et à la maison. Et une fois que je l'avais apprise, c'est vraiment devenu ma langue de lecture. Et je pense que d'avoir lu en français avant d'avoir lu en arabe, même si à l'oral c'était totalement l'inverse, fait que je me suis mise à écrire en français plus facilement. Voilà. On peut dire qu'il y a deux traditions littéraires chez vous, une française et une arabe. Et si oui, j'aimerais savoir comment ces 2 cultures elles se croisent au niveau de la langue. En quoi sont-elles complémentaires? Est-ce que par exemple le français vous aide plus sur le style et sur la structure? Et est-ce que l'arabe vous aide plus par rapport à l'oralité de votre langue, à l'imaginaire? Alors, oui et non, parce que l'arabe, c'est vraiment une langue de structure, pour le coup.
beaucoup plus que le français. En arabe, on a grammaire, vocabulaire, orthographe, ça, mais on a aussi quelque chose qui pourrait s'appeler structure, et qui est où on décompose les mots et on explique pourquoi tel mot se conjugue de telle manière par rapport à sa place dans la phrase. Donc il y a quand même vraiment une réflexion sur la structure et l'oralité. Je dirais que l'arabe m'aide presque, oui, de manière orale, parce que pour moi, l'oralité est en arabe et l'écriture est en français, mais ça c'est vraiment lié à mon apprentissage de la langue, puisque j'ai appris à parler en arabe et à écrire en français. Mais ensuite, lorsque j'écris, j'écris en français, totalement en français, mais la tonalité, pour moi, doit être arabe. Je ne sais pas si c'est clair, peut-être que c'est pas du tout clair, que je raconte n'importe quoi, hein, mais... Alors, on va revenir un petit peu au roman. Votre roman est composé en 2 mouvements. Un se déroule au passé, l'autre au présent. Il alterne 3 fils narratifs, on peut dire. Il y a le quotidien du quartier de la rue Ramani. Il y a des extraits donc, du carnet fictif d'Edmond Charlot. Et il y a aussi des fragments de l'histoire de l'Algérie de 1930 à nos jours. Donc on le voit, votre texte, il télescope les temporalités, les voix. Il y a des agencements de fragments du réel. Pourquoi cette structure éclatée? Qu'est-ce que vous vouliez le carnet, je vous ai expliqué. Le récit, le roman, parce que moi, j'avais envie d'une fiction dans ce roman. Donc je voulais imaginer la fermeture de cet endroit. Je voulais imaginer ce qui se passerait si on fermait ce lieu. Aujourd'hui à Alger, je voulais parler d'Alger aujourd'hui, d'Alger en 2000, à l'époque en 2017. Donc j'imagine l'arrivée d'un jeune homme, un étudiant qui arrive à Alger et qui est chargé de fermer le lieu. Pour lui, c'est un stage. Il a 3 semaines pour le faire et rentrer à Paris. Et je raconte sa rencontre avec Abdallah, le dernier libraire de ce lieu, et tout ce qui va se passer, puisque Abdallah va l'emmener dans la ville, il va lui faire découvrir Alger, des bars clandestins, il va l'emmener voir un match de foot France-Algérie, il va lui faire rencontrer des gens, etc. Et la dernière partie, c'est que je voulais une mise en contexte de tout ça. Je voulais expliquer aussi certains moments de l'histoire d'Algérie. Je voulais raconter, par exemple, moi, le système, l'école normale supérieure, ce qui se passait à l'école normale supérieure à Alger, cette manière qu'on avait de faire des promotions indigènes et des promotions françaises, ce rapport de l'inspection de l'Académie d'Alger qui disait « Attention, il ne faut surtout pas mélanger les indigènes et les Français, parce que si un indigène était meilleur qu'un Français, le Français serait piqué dans sa fierté, et c'est pas possible, c'est pas acceptable. » Donc je voulais expliquer qu'on était dans ce contexte-là à l'époque, c'est-à-dire dans un contexte totalement dingue, schizophrène, ségrégation intellectuelle et... Oui, et puis parler effectivement de ce que c'était que la colonisation, c'est-à-dire qu'une colonisation, c'est pas simplement de système de valeurs, ça perturbe absolument tous les domaines de la vie, l'éducation, la langue, la religion, l'architecture, etc. Donc j'avais envie de parler de tout ça et d'expliquer dans quel contexte Edmond Charlot évoluait, dans quel contexte les Algériens, en tout cas ceux qu'on appelait les indigènes de l'époque, évoluaient aussi. Et donc j'ai partagé mon roman en 3 périodes, en 3 parties qui se font écho en permanence. Donc le livre est traversé par 2 temporalités. Donc il y a celle d'Edmond Charlot qui est narrée d'un point de vue subjectif avec le jeu, vous employez le jeu, et la partie contemporaine, elle mêle la narration classique avec un nous un peu plus collectif. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire par là? Le nous, il s'est imposé très vite. Je voulais du coup expliciter, vraiment dire avec le nous que c'était subjectif, que c'était pas des moments d'histoire, c'était des moments que je raconte. D'ailleurs, j'utilise le nous pour vraiment dire c'est une histoire collective, c'est une histoire qui est transmise, c'est une histoire avec du ressenti, c'est des périodes que j'ai choisies. Donc, il ne faut pas me dire vous n'avez pas tout dit. Oui, je n'ai pas tout dit parce que j'ai choisi des moments de l'histoire qui, pour moi ou pour ma famille, pour mes grands-parents, étaient importants. Et ces moments-là, j'ai eu envie de les raconter à ma manière. C'est-à-dire, certes, en me basant sur des faits historiques, j'invente pas des dates, etc., mais en racontant l'histoire vue par nous, les indigènes de l'époque. Est-ce qu'en employant le nous, est-ce qu'on incarne moins les choses? Est-ce que c'est une volonté de moins les incarner? Moi, je ne trouve pas, mais c'est une question, c'est pas un avis. Non, moi, je trouve qu'on les incarne et qu'en disant nous ou je, on l'incarne d'autant plus, oui, au contraire. Donc, il y a dans vos textes un sens remarquable de la construction, on l'a vu, vous venez nous en donner l'exemple, mais aussi un art consommé de la création d'ambiance et d'atmosphère. Pour vous, l'un ne va pas sans l'autre.
Est-ce que la forme, est-ce qu'elle prend le pas des fois, la structure sur le fond ou... Non, moi, je pense qu'il ne faut pas que la forme prenne le pas sur le fond, sur l'histoire, ou sur le style, surtout pas. Si c'est le cas, en tout cas, pour moi, ça veut dire que j'ai raté quelque chose. La structure est au service du style et du roman, pas l'inverse. Vous nous présentez deux générations dans le livre. Donc il y a Abdallah, sorte de gardien, sorte de mage avec une toge blanche. Alors on ne sait pas si c'est une sentinelle ou si cette toge elle représente un petit peu une sorte de linceul pour marquer le deuil et peut-être aussi la mélancolie. Et Riyad, qui est le jeune, donc, qui vient faire un stage à Alger pour débarrasser la librairie. Et aucun des deux ne semble avoir un rapport sain à la littérature, puisque Abdallah, il vénère le livre comme un espèce d'objet sacré, et l'autre, il n'en a rien à faire, en fait, du livre, que ce soit un livre ou des chaussures, il débarrasse, il s'en... Oui, mais est-ce que c'est malsain de ne pas aimer lire ? Moi, je ne pense pas. Je trouve ça pas chouette, on passe à côté de quelque chose, mais Riyad, moi, je voulais en faire un jeune homme qui n'aimait pas lire parce que on n'est pas dans un film hollywoodien. Si on avait été dans un film hollywoodien, évidemment, Riyad aurait adoré lire, il n'aurait pas vidé la bibliothèque, se serait enchaîné à la porte, génial, et happy end. Mais on n'est pas du tout dans un film hollywoodien, on est à Alger. À Alger, Riyad, il s'en fiche des livres, il est venu débarrasser des livres, il débarrasse les livres. Et Abdallah, le vieux libraire qui est en face et qui le juge, ça l'agace plus qu'autre chose. Et puis surtout, Riyad, il est amoureux. Il est amoureux d'une jeune femme qui est à Paris. Et quand on est amoureux, on est hermétique à tout ce qui n'est pas l'objet de notre amour. Donc lui, les histoires de cette librairie, les histoires d'Edmond Charlot, ce qui s'est passé en 1936, alors qu'on est en 2017 et qu'il a 20 ans, il s'en fiche, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il veut finir vite et repartir rejoindre Claire. Et Abdallah, en face, lui, a été... il est le produit de sa génération. Abdallah, c'est un homme qui a grandi pendant l'époque coloniale, qui n'est pas allé à l'école, qui n'avait pas de livres, et du jour au lendemain, il s'est retrouvé un peu par hasard, par le fait de l'histoire, il se retrouve bibliothécaire. Voilà, il se retrouve dans une bibliothèque et il se retrouve à gérer un lieu de livres. Oui. Lui qui avait très peu de livres, voire pas de livres du tout. Et donc évidemment, lui, il a un rapport, oui, pour le coup, pas très sain aux livres parce qu'il les idolâtre, qu'il a très peur de les toucher, qu'il passe sa vie à les nettoyer, qu'il veut pas qu'on corne les pages et qu'il lit pas forcément les livres ou très peu. Il a un petit peu peur que les couvertures s'abîment. Il est toujours en train de faire très attention aux livres. Puis il voit les gars débarquer, commencer à descendre les livres, les balancer par terre. Les sortir, etc. Et moi, je trouvais ça intéressant de faire la rencontre entre ces deux hommes totalement différents. Une sorte de discussion socratique. Je voulais faire une discussion totalement socratique, bien sûr. Entre deux générations complètement différentes, entre deux approches. Tout à fait. Et puis, je voulais aussi donner l'occasion de faire découvrir Alger, parce que ça commence comme ça commence avec une invitation à la balade, ça se termine aussi comme ça, mais tout au long de la rencontre et de la discussion entre Abdallah et Riyad, c'est aussi une balade dans la ville, c'est aussi découvrir Alger le soir, la nuit, découvrir Alger de nuit, découvrir Alger aujourd'hui en 2017, qu'est-ce qui s'y passe, qui on rencontre. Il y a des scènes dans des cafés, il y a des scènes dans des bars, il y a des scènes dans une cave avec des écrivains, poètes qui se rassemblent là-bas de manière un peu clandestine, etc. Ouais. Alors, vous parlez d'Alger, vous vivez à Paris, donc est-ce que c'est pas compliqué d'être d'ici, donc d'être d'Alger, de vivre là-bas à Paris comment on le vit ça ? Est-ce que finalement on n'est pas une étrangère un petit peu tout le temps et dans son pays et dans le pays d'accueil ? Alors, moi je le vis bien. Sinon, je n'y serais pas. Je me sens pas du tout étrangère à Alger. Je me sens chez moi. C'est chez moi. J'ai vécu 20 ans. Donc, je me sens jamais étrangère à Alger. Est-ce qu'on ne porte pas sur vous le regard de celle qui est partie et qui participe mais c'est pas grave. À l'effort du pays Mais l'effort du pays, moi, c'est discours très collectif où on serait tous une seule et même personne et qu'il faudrait qu'on fasse tous la même chose, j'y crois pas. Je pense que j'ai pris mes décisions de vivre là où j'avais envie de vivre. Je suis partie il y a 10 ans
toute seule, dans un pays où pas très facile pour les gens qui arrivent, surtout quand ils arrivent d'Afrique. C'est pas toujours facile en France quand on est étranger, quand on a une nationalité étrangère, c'est même assez difficile au quotidien. Maintenant, j'ai pas du tout l'impression d'être étrangère en Algérie. J'y vais très souvent, mes parents y habitent. J'ai jamais eu cette impression-là. Maintenant que parfois on porte ce regard-là, oui, mais c'est qui c'est quelques journalistes, quelques personnes. Non, ça m'empêche pas du tout de dormir. Alors après, en revanche, oui, en France, mais je me sens étrangère, mais de fait, je suis étrangère. J'ai pas la nationalité française. Donc, mais moi, je trouve qu'il y a aucun problème à être étranger. Je veux dire, je sais qu'en France, on a cette... c'est presque un mot, c'est presque une insulte d'être étranger. Moi, j'adore être étrangère. J'adore être dans un pays étranger et être au quotidien dans un pays qui n'est pas le mien. Et découvrir un pays qui n'est pas le mien au quotidien, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que le fait d'arriver tard à Paris, est-ce que ça a été une chance pour vous? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une sorte d'arrachement à la terre Je suis arrivée sous Sarkozy quand même, alors une chance... je retire ma question. Pardon. Oui. Il y a plus un sentiment d'éloignement. C'était pas... C'est vrai. C'était pas le bonheur. C'était pas le top, c'est vrai. Je veux dire, le jour où Sarkozy a été élu, je me suis dit merde, c'est l'année prochaine que j'y vais. Franchement, non, je n'aurais pas dit ça comme ça. C'est-à-dire, la nuit devant la préfecture pour renouveler mon titre de séjour, je n'aurais pas dit ça une chance. Non, est-ce que c'est... Non, parce qu'il y a moins cette notion de déchirement ou d'arrachement, mais plus d'éloignement. C'est un peu plus... Voilà. Apaisé. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu, j'ai jamais eu un sentiment de déchirement. En tout cas, quand je suis arrivée, j'étais très contente d'aller vivre une expérience à l'étranger, découvrir autre chose. J'aurais préféré que cet étranger, effectivement, ne ressemble pas à Sarkozy. Après, on a pris ce qu'on avait. Maintenant, ce qui est une chance, c'est d'avoir vécu autant en Algérie. Oui, d'avoir vécu la fac à Alger, d'avoir fait 4 années à l'université d'Alger, donc de rencontrer des gens de sciences. Moi, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui. À chaque fois que je vais à Alger, j'ai une idée de roman, donc c'est génial. Alger, c'est vraiment le berceau de mon imagination. C'est un pays génial pour ça. À la minute où vous arrivez, il y a 15 histoires qui viennent à vous. Donc ça, c'est une chance. Pour moi, en tant qu'écrivain, c'est une chance formidable d'avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, de 22 ans en Algérie. Oui, ça, c'est une chance formidable. Après, je dirais simplement que, paradoxalement parlant, aujourd'hui, je trouve ça plus dur d'être à l'étranger qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, je suis venue avec l'envie de vivre une expérience à l'étranger, comme, et je le dis parce que on ne se met jamais à cette place, mais comme le font plein de Français qui partent faire un Erasmus, qui partent en Chine, qui partent partout dans le monde, et on trouve ça toujours très normal quand les Européens partent voyager. Eux, ils immigrent jamais, hein. Eux, ils voyagent ou ils s'expatrient, mais ils immigrent pas. Et en revanche, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que, justement, une fois qu'on se dit que ça fait 10 ans qu'on est à l'étranger, il se passe quelque chose. Et jusqu'à présent, je me dis, je suis à Paris, j'ai découvert, etc. Et aujourd'hui, je me dis de plus en plus, mais j'ai envie de revenir quelques années. Et j'ai envie, j'ai pas envie que ça devienne trop long. J'ai pas envie de me dire, dans 30 ans, j'aurais vécu 40 ans loin de chez moi. Voilà. Donc, en fait, maintenant, ça commence à devenir plus compliqué. Maintenant, ouais. Est-ce que ça ne rend pas plus facile l'écriture sur certains événements, la distance temporelle et spatiale? Vous êtes né 30 ans après les événements, je crois, en gros. Est-ce que c'est pas plus facile lorsqu'on est loin des choses? Parce que la guerre... la guerre, c'est fini en 62. Civile, par exemple, l'appel à la guerre civile ou ce que vous évoquez dans votre roman. Est-ce que c'est pas plus facile d'écrire lorsqu'on est vraiment... lorsqu'on est espacé comme ça, et temporellement et spatialement? Alors, sur la guerre d'Algérie, moi, je ne l'ai pas vécue. Donc, évidemment, c'est sans doute plus simple pour moi, qui n'ai pas vécu cette guerre-là, et dont c'est un héritage familial, puisque mes parents et mes grands-parents, eux, sont nés avant l'indépendance. Sur le terrorisme, c'est autre chose, parce que le terrorisme, je l'ai vécu. Oui. J'ai grandi pendant 10 ans, 15 ans dans un pays où il y avait des barreaux à toutes les fenêtres, des bombes qui explosaient, où tous les soirs, on ne savait pas si nos parents rentreraient en vie ou pas, où on voyait des choses abominables à tous les coins de rue. Et là-dessus, moi, je n'ai pas fini de prendre le recul nécessaire pour pouvoir écrire là-dessus. Et du coup, par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, de Sharon, etc., moi j'habite dans le 11e, très étonnamment, alors le soir des attentats du Bataclan, on était avec un groupe d'amis algériens,
de ma génération, qui, comme moi, ont vécu en Algérie, ont fait leurs études universitaires en Algérie. On est arrivé ensuite à Paris. Et les jours où il y a ces attentats, on voit, on repose les téléphones, on dit ah bah il y a eu un attentat, et on continue notre discussion. On est dans un pub, enfin on est en train de dîner à Paris, et après on se dit non attends, il y a eu un attentat. Non, c'est pas une norme. On n'est pas à Alger en 1998. Il y a eu un attentat, on est à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, paradoxalement, j'ai vu toute cette littérature déferler ensuite, parce que depuis un an, on voit des milliers de livres sur ce sujet-là, entre ceux qui ont survécu, ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui étaient là, ceux qui ont eu envie d'écrire là-dessus. On voit des milliers de livres. Et en Algérie, dans les années 90, il y a eu le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de livres sur cette période-là, et on l'a appelé la littérature d'urgence. C'est-à-dire que les critiques littéraires de l'époque ont décidé que cette littérature-là n'était pas vraiment une littérature, que c'était des livres écrits dans l'urgence, très très vite, pour parler de quelque chose. Et je dois avouer que quand j'ai vu déferler tous ces livres-là, moi, ça me met extrêmement mal à l'aise, en fait. Mais parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore chez moi. Il y a un recul qui n'a pas été fait, et je suis extrêmement mal à l'aise face à ces livres-là. Moi, je serais incapable d'écrire vraiment d'écrire réellement un livre entier, même si j'en parle un peu dans Des bières dans la poche. Je suis incapable de raconter aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, ce qui s'est passé dans les années 90 et ce que ça veut dire pour ma génération. Parce qu'aujourd'hui, on a 30 ans. Qu'est-ce que ça signifie pour ma génération d'avoir vécu 15 ans sans faire confiance, sans parler aux voisins parce qu'on ne sait pas de quel bord ils sont, à se méfier de tout le monde, à se méfier dès lors qu'on est sur un trottoir, à faire attention aux sacs par terre en plastique parce qu'ils peuvent exploser. Qu'est-ce qu'on devient à 30 ans quand on a vécu 15 années comme ça? Quel adulte on devient? Quel est notre rapport à l'autre, à la confiance, etc. Moi, toutes ces questions-là, je suis aujourd'hui encore incapable de les traiter dans un livre. Et donc, par exemple, voilà, paradoxalement, moi, je suis extrêmement méfiante dès lors que je vois des livres sur les attentats, parce que pour moi c'est quelque chose qui mérite vraiment beaucoup de temps en fait. Oui, parce qu'on remarque que vous avez une écriture plutôt, quand vous évoquez cette période-là, vous avez plutôt une écriture, même si c'est évoqué très succinctement dans certains de vos ouvrages, c'est une vision plutôt exaltée mais lucide. C'est pas sinistre ou apocalyptique. Non, c'est parfois ironique même. Ouais, ironique comme peuvent l'être Boudjera par exemple ou Tarjaoud, qui ont une vision un petit peu assez apocalyptique de la chose. C'est vrai que ce que vous dites, on le ressent. Moi, je pense que parce que c'est aussi pas les mêmes générations, et que moi, j'avais 8 ans, et que quand ça s'est terminé, les derniers attentats auxquels j'ai eu à faire face, j'en avais 21, me semble-t-il. Donc de 8 à 21 ans, c'est l'enfance, c'est l'adolescence et c'est le début de l'âge adulte. Donc c'est des périodes de la vie qui sont très différentes que pour Boudjedra Badiaoud. Donc je pense encore une fois, pour ma part, je n'ai pas encore pris le recul nécessaire pour dire ce que ça implique et ce que ça a voulu dire et ce que ça veut encore dire. Très bien, d'ailleurs, vous avez peu de gens de ma génération qui traitent de ces sujets-là. Il y a une envie de passer à autre chose, de parler d'autre chose. Ouais. Donc on est pris par le temps. Le président m'a demandé de faire court. Donc une dernière question. Oui, on va donner la parole au public, évidemment, c'est beaucoup plus important que la mienne. On a senti dans tous vos romans la nécessité d'écrire sur l'Algérie, évidemment. Est-ce que votre prochain roman, est-ce qu'il en sera encore marqué? Oui, il se passera à Alger. Oui. Bon, peut-être qu'un jour je passerai à autre chose. Hein. Ouais. Donc merci. Donc, le roman s'appelle Nos richesses. C'est passionnant. C'est aux éditions du Seuil. Je vous invite à vous le procurer. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il y a des questions, évidemment, on est prêt à vous tendre le micro. Est-ce que vous avez vu le documentaire qui a été réalisé sur Charles? Oui, il y en a 2 et je les ai vus, effectivement. Et c'était très émouvant, d'ailleurs, de l'entendre parler et de l'écouter se remuer. Ah, il fait partie de mes sources, oui, bien sûr, je l'avais vu. Je regarde juste qu'il soit assez difficile de l'avoir. Moi, j'étais allée voir à la bibliothèque à Paris, à la Bibliothèque nationale, mais c'est un très beau documentaire, ouais. N'hésitez pas. Pour vivre.
Alors, oui, il y a une histoire longue, lourde, douloureuse, mais on n'est pas là, on n'est pas là-dedans. Je veux dire, aujourd'hui, quand on croise des Français à Alger en visite, on leur dit pas il y a une histoire lourde. Les gens sont plutôt contents d'avoir des touristes et des Français qui peuvent parler la même langue, etc. Mais oui, mais toujours. Mais Macron se fait interpeller. Pas en tant que Français, il se fait interpeller en tant que président de la République française. Très différent. Un Français qui serait à Alger, il ne se ferait pas interpeller là-dessus. On ne va pas lui demander des comptes à lui. On n'est pas comme ça, on n'est pas fou. Ça va, on interpelle le président de la République. En revanche, moi, j'ai fait... Pardon, vous avez raison, mais j'ai fait des études de littérature française. J'aurais peut-être dû expliquer ça. Et du coup, quand on fait des études de littérature française, pour poursuivre, puisque je suis venue faire un master en littérature française, le pays qui me semblait le plus logique pour faire mon master, c'était la France. Et je rêvais d'aller à la Sorbonne, donc j'ai fait mon master en Sorbonne à l'époque. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi mon lieu de résidence. Pardon ? Et c'est pour d'autres raisons personnelles. Parce que depuis 10 ans, j'ai fini mon master. J'ai fini par l'avoir. Voilà. Vous pensez écrire en arabe? Alors, la seule fois où j'ai écrit en arabe, c'est quand j'ai écrit une pièce de théâtre que j'avais écrite en français. Et quand on l'a mise en lecture, je me disais, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et ça se passait dans le centre-ville d'Alger, dans un quartier populaire, avec des Algériens. Je me disais, mais ça sonne faux de A à Z. Et en fait, je me suis rendu compte que ça sonnait faux parce que c'était en français et qu'on ne parlait pas comme ça dans la ville. Donc, je l'ai réécrite en arabe. Et là, je l'ai faite en arabe. Après, moi, j'écris quand même beaucoup plus facilement en français. Mon imaginaire, il est en langue française. J'ai pas envie de me tordre le bras pour écrire en arabe parce que c'est ma langue maternelle. On lit le français en Algérie, j'ai la chance d'être traduite dans plein de langues, etc. Donc je pense que j'ai pas besoin de me rajouter une contrainte parce qu'écrire est déjà très difficile et je veux pas me rajouter une contrainte supplémentaire. Voilà. D'autres questions ? Oui, monsieur. Non, vous non. Interdit. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, dans les années 90, en France, on continue un petit peu, on disait quand même aux immigrés, il ne faut pas parler la langue maternelle à l'école parce que votre enfant ne va pas s'intégrer si vous le faites. Et ce qu'on continue de dire, on continue. Alors, la langue maternelle, on se comprend, c'est pas l'anglais, ça va, l'espagnol, je parle de l'arabe. Et du coup, mes parents avaient très peur qu'on ne parle pas français. Et il fallait très vite qu'on parle français. On rentrait à la maternelle, mon grand frère rentrait à l'école primaire, etc. Donc, ils ne parlaient qu'en français. Ils ne voulaient pas parler en arabe pour qu'on apprenne très vite le français. 4 ans plus tard, quand ils ont décidé qu'on revenait en Algérie, ils ont essayé de faire l'inverse. Du jour au lendemain, ils sont mis à nous parler qu'en arabe. Mais on était trop grands, ça n'a pas marché du tout. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie d'être venus aussi nombreux. Merci de venir un dimanche. On va passer à la dédicace. On vous attend là-bas derrière la table pour vous procurer ce soir. Merci beaucoup tous.